On va donc poursuivre notre discussion, si vous voulez rester parmi nous. Et on va accueillir avec nous ceux qu'on voit dans ce documentaire, les sauveteurs, et Fabienne Lassalle, qui est la cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée. Bonjour. Fabienne, enchantée. Merci beaucoup. Un micro. Là où vous voulez. Asseyez-vous. Mettez-vous où vous voulez. Tenez. Merci. Mais mets-toi là, Etienne. Mets-toi là en premier. Allez, on va se mettre là. Devant deux. De là. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On voit vos équipes dans cette pièce de théâtre. Et puis il y a des terrains qui vous sont peut-être moins familiers. La première des choses, c'est qu'est-ce que ça vous inspire, voilà, tout ce travail. C'est bon, ça marche. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir ce soir. Mais d'abord, vraiment, merci à vous trois, à vous tous qui avez monté cette pièce de théâtre. C'est très fort, il faut que je vous le dise, c'est très fort. Effectivement, il y a des images que je connais presque par cœur. Je reconnais même les voix. Je peux donner les noms de ceux qui sont à bord, rien qu'avec les voix. Mais le travail que vous avez fait, il est extrêmement précieux. Et vraiment, très sincèrement, je vous remercie parce que ce travail de décryptage que vous nous offrez, eh bien, il est assez inédit. On est habitué à des reportages toujours trop courts où on ne comprend rien. Or, la situation est très difficile et l'ensemble est vraiment complexe. Et on n'a jamais... combien de fois j'ai été extrêmement frustrée lors d'interviews, lors de documentaires, de ne pas pouvoir tout expliquer. Et c'est tellement complexe. Et vous êtes là, vous nous guidez pas à pas. Au fur et à mesure que vous nous envoyez ces images et c'est vraiment très aidant et vous l'incarnez sur scène et c'est là que le théâtre intervient. Vous incarnez Mamadou avec son histoire, sa propre histoire, votre histoire à vous parce qu'elle est forte aussi de ce que vous avez vécu, de comment vous les avez vécus avec ces personnes que vous avez rencontrées. Donc un immense merci pour ce travail, il est inédit. Moi je n'avais jamais vu un travail de la sorte. Et vraiment, merci pour tout cela. On va parler avec vous du travail des sauveteurs dont on n'a pas beaucoup parlé dans la pièce de théâtre. Vous pourrez poser vos questions si vous le souhaitez ensuite à Fabienne et si vous en avez pour nous, on pourra vous répondre en sachant que si vous voulez, on peut se retrouver après le spectacle au bar et continuer la discussion. Première question, c'est, voilà, nous on a tourné ça, enfin moi j'étais dans l'Ocean Viking en octobre 2019. Est-ce que vraiment ça n'a pas changé du tout? Qu'est-ce que la situation est toujours la même? Oui, j'aime bien le titre de la pièce parce qu'effectivement on est vraiment dans l'actualité puisque ce que vous décrivez en 2019 et bien malheureusement effectivement en 2022, en mars 2022, la situation est exactement la même. À l'heure où je vous parle, l'Ocean Viking a quitté le port de Syracuse hier à 14h. Il est entré dans la zone de recherche et de sauvetage ce matin. Et donc, les équipes patrouillent à la recherche d'embarcations. La météo est mauvaise, mais il y a une petite fenêtre météorologique demain. Or, comme vous le dites à un moment, je crois, c'est la météo qui détermine tout, qui détermine le départ des embarcations de Libye. Donc, il y a effectivement une fenêtre possible que des embarcations partent. Et donc... vous le rappelez aussi, lorsque vous avez tourné à bord de pilotes volontaires, il n'y avait pas d'ONG. C'est malheureusement assez régulièrement le cas, puisqu'il y a moins d'une petite dizaine d'ONG qui font du sauvetage en Méditerranée. Encore maintenant? Non, parce que plusieurs sont aussi bloqués pour diverses raisons administratives et tout, mais on va peut-être pas aussi rentrer dans... Mais ça fait partie du harcèlement que subissent les ONG. Donc il arrive très régulièrement qu'il n'y ait pas de bateaux sur zone. Là, l'Ocean Viking a rejoint la zone, mais voilà, c'est pas toujours le cas. Et comme vous le faites remarquer aussi... une embarcation a bien vite fait de disparaître et sans laisser beaucoup de traces. Des drames, justement, vous en avez, avec SOS Méditerranée, connu beaucoup depuis 2019 et même avant? Des vrais drames? Oui, alors, le SOS Méditerranée a été créé en 2015, donc nous avons commencé nos missions en février 2016, et malheureusement, nous avons été à la fois témoins de naufrages, en arrivant parfois même trop tard, c'était le cas en avril 2021.
parce que justement, par absence de coordination, par absence de réponse des Libyens qui n'ont pas signalé l'embarcation en détresse, on n'a pas su, on a su trop tard. Et lorsque enfin ont été reçus les messages, il nous a fallu plusieurs heures pour arriver sur Zone et juste pour constater le désastre et ces 130 vies qui ont été perdues. Il y a eu aussi d'autres opérations qui malheureusement ont mal tourné, des opérations de sauvetage, parce que quand on est arrivé, là aussi, l'embarcation précaire commençait à prendre l'eau et il n'a pas été possible de secourir tout le monde. Et ça aussi, ça reste gravé dans nos mémoires, mais c'est malheureusement ce qu'on a eu à vivre. Mais je pense d'abord évidemment surtout aux personnes disparues, mais c'est loin de toujours se passer dans les conditions que tu as pu filmer, Étienne, même si c'était aussi déjà des opérations compliquées, parce que imaginez-vous, de nuit, c'est extrêmement compliqué. Évidemment, on ne voit rien malgré les lumières, etc. Mais parfois, c'est la mer qui est mauvaise, donc ça se fait par gros temps, avec des vagues qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres. En plein sauvetage. Donc tout cela, effectivement, rend les opérations très compliquées. Quand j'étais sur l'Ocean Viking, on a procédé en tout à 3 sauvetages. Les 2 premiers, on a pu débarquer très rapidement les réfugiés. Et le 3e sauvetage, c'était beaucoup plus long. On a mis plus de 10 jours à réussir à atteindre l'Italie, car les Italiens ne voulaient pas ouvrir leurs portes à ce moment-là à l'Ocean Viking. C'était quelques mois après... quelques semaines même après que Salvini ait quitté le pouvoir, l'extrême droite ait quitté le pouvoir en Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de blocage, vous y êtes toujours confrontés, ça arrive encore? Oui, les blocages, c'est-à-dire qu'une fois qu'effectivement les personnes ont été secourues et qu'elles sont en sécurité à bord du navire, eh bien il nous faut attendre des jours, donc 10 jours dans ton cas. Plusieurs fois, plus d'une dizaine de jours, il a fallu attendre qu'effectivement les autorités maritimes, et en l'occurrence les autorités maritimes italiennes, nous désignent un port sûr où on va pouvoir débarquer ces personnes. Alors, il faut le dire aussi, là encore, c'est tout à fait contradictoire au droit maritime international qui veut que lorsqu'un capitaine de navire a réalisé un sauvetage, il doit être relevé au plus vite de l'obligation qu'il a prise sur ses épaules et on doit lui désigner au plus vite un port sûr où débarquer ces personnes. Et ça ne fonctionne pas. C'est grippé depuis plusieurs années maintenant et on est à attendre que des négociations aient lieu entre États européens pour se répartir les personnes rescapées. Et c'est uniquement lorsque cette répartition a été définie dans des bureaux européens que enfin on va nous autoriser la possibilité de débarquer. Ça veut dire que là, étant donné le fait qu'on ait accordé à la Libye sa propre zone SAR, la réponse qu'on vous fait quand vous intervenez en zone libyenne, la première réponse qu'on vous fait, c'est vous devez les débarquer conformément à la réglementation, vous devez les débarquer dans le port sûr, et dans ce cas-là, le port sûr, c'est Tripoli. Alors non, pas justement parce que évidemment, en aucun cas, on ne peut dire que la Libye a le moindre port sûr. C'est ce qu'on vous dit. Donc, alors, c'est effectivement les Libyens qui sont responsables, donc on est obligé d'informer les Libyens, à qui on demande une coordination qu'effectivement ils ne font pas. Et ils peuvent nous dire, si vous voulez débarquer, ça peut être la Libye, mais ils ne le font même plus, parce que ce serait aussi contrevenir au droit international si on venait à débarquer ces personnes dans un port libyen. Donc évidemment, nous ne le ferons jamais, et il en est hors de question. Donc, comme on tourne en rond, on élargit nos demandes à d'autres autorités maritimes responsables, et en l'occurrence, après, les plus proches, ça va être les Italiens, et c'est, je dirais presque à l'usure qu'on finit par les avoir, mais il y a toujours ce jeu. Pendant plusieurs jours, on envoie aux Libyens, les Libyens ne répondent pas. Ensuite, on élargit, on envoie les demandes aux Italiens. Les Italiens disent nous ne sommes pas compétents. Allez voir même, par exemple, l'état de votre pavillon. Enfin bref, tout cela prend des jours et des jours jusqu'à ce que, enfin, on finisse par nous donner un port. Mais ce qu'il faut souligner, c'est ça, tu l'as vécu très certainement, c'est horrible d'imposer ça à ces personnes. Vous avez vu tout ce qu'elles ont vécu tant en Libye que la traversée qui a été absolument terrible. Elles sont enfin sur ce bateau qui est leur porte de sortie. Et là, eh bien non, il n'y a pas de sortie.
à nouveau. Donc on joue avec les nerfs de ces personnes. Donc l'état psychologique des rescapés, elle est extrêmement fragile. Donc il y a tout ce qu'ils ont subi, il y a les blessures avec lesquelles ils arrivent à bord et on leur inflige une nouvelle peine. C'est la double ou triple peine infligée à ces rescapés. On va ouvrir peut-être la discussion à la salle. Si vous avez des questions à poser à Fabienne, c'est le moment. Plutôt sur les questions de sauvetage en mer et plutôt tout à fait parce que nous on a déjà beaucoup parlé. Puis, et des micros circulent, voilà. Allez-y. Question. Toujours dur la première question. Ouais. Allez, par là. Ouais, j'aurais bien aimé que vous reveniez un peu sur le contexte de création. Alors on sait qu'en 2015-2016, il y avait une crise assez forte. Voilà, comment vous l'avez vu et comment votre activité a évolué un petit peu? Très bien, oui, tout à fait. Alors, ce SOS Méditerranée donc, a été créé en 2015 et en fait c'était en réaction à ce qui s'est passé les années précédentes, 2013-2014, où c'était pas récent, hein, ces traversées en Méditerranée et ces drames. On a vu les drames au large de l'Italie. Et l'Italie a commencé par réagir et avoir une réponse extrêmement positive. Et elle avait monté en 2013 une opération qui s'appelait Mare Nostrum, de navires militaires italiens pour venir secourir les naufragés en Méditerranée. Et cette opération a duré juste une petite année, pendant laquelle d'ailleurs ils ont secouru 150 000 personnes. Mais bien sûr, les Italiens ne pouvaient pas porter seuls une telle opération, vous imaginez le coût. Et s'est tourné bien légitimement vers les autres États européens pour demander une assistance et ne pas prendre seul toute cette charge. Et la réponse de l'Europe, ça a été « Ah non, mais non seulement on ne va pas vous aider, mais vous allez surtout arrêter cela immédiatement parce que vous faites appel d'air ». C'est évidemment parce qu'il y a ces bateaux en Méditerranée que les personnes traversent. Vous l'avez bien compris, c'est la démonstration de ce soir. Et donc, l'opération Mare Nostrum s'est terminée en 2014. Et c'est en réaction à cela qu'une poignée de citoyens, et à commencer par les deux cofondateurs, je vais rendre à César ce qui est à César, qui ont décidé la création de SOS Méditerranée, c'est un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel, et une humanitaire française, Sophie Beau, qui ont décidé la création. Bon, j'ai participé aussi à la création à ce moment-là, mais c'est eux les deux cofondateurs. Et donc, on avait pour idée de créer une association européenne pour répondre à ce problème européen. Sauf que le statut d'association européen n'existe pas. Donc nous avons créé des associations d'abord dans les deux pays cofondateurs, à savoir l'Allemagne et la France. Puis nous nous sommes élargis. Il y a aujourd'hui 4 associations, une autre en Italie et une en Suisse. Et donc, quand on a créé évidemment l'association, nous n'avions pas un copec en poche et donc pas le moindre moyen de mettre un bateau à l'eau. Et tout est parti d'une campagne de crowdfunding que nous avons faite à l'été de 2015, qui en quelques semaines nous a permis de réunir jusqu'à 230 000 euros, ce qui était assez exceptionnel. Alors il est vrai que c'est intervenu juste au moment de la photo du petit Elan sur les plages de Turquie. Et c'est avec ces premiers fonds que nous avons pu mettre une première pièce dans la machine et affréter pour une toute petite période un premier navire, notre premier navire qui a été l'Aquarius. Et nous avons pu partir en mer. Je vous avoue qu'on n'avait pas 3 semaines même de financement du navire en caisse quand on a lancé l'opération. Et on a fait le pari que ce serait en démarrant les opérations qu'on parviendrait à collecter les moyens pour poursuivre la mission. Et c'est ce qui a été le cas. Mais ça, grâce vraiment à un mouvement citoyen et au don de chacun, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'association est financée à 90% par des dons privés, essentiellement de particuliers. Et c'est grâce à eux, grâce à vous, que nous pouvons poursuivre notre mission. Une autre question. Non, allez-y. On a bien parlé. Oui, mais
C'est très complexe, effectivement, il joue un rôle de garde-frontière et cherche à protéger les frontières européennes, et donc ils n'ont cessé de vouloir, vous l'avez bien expliqué, transférer les responsabilités de l'Europe à des pays qui ne sont pas du tout en capacité de faire correctement le travail de protection des personnes qui prendraient la mer. Et au départ, en 2017-16, les Frontex et les autres navires des marines européennes étaient présents sur la zone et faisaient du sauvetage. On faisait même énormément. À cette époque-là, les ONG n'intervenaient que pour 30% des sauvetages. Et peu à peu, ils n'ont cessé de se retirer progressivement les bateaux. Il n'y a plus de bateaux de Frontex sur la zone, donc absolument plus de possibilité de secourir, parce que, quoi qu'on en dise, le droit international maritime prévoit bien que l'obligation pour tout navire de porter assistance à des personnes en danger. Donc ils étaient sur zone, ils secouraient. Et donc ils se retirent peu à peu pour juste s'occuper des frontières et surtout pas de porter assistance là où il y a besoin. Vous voyez toujours leurs avions, par contre on voit toujours leurs avions dans le ciel, et c'est là où c'est particulièrement rageant, parce qu'on pourrait attendre de ces avions qui voient tout. Vous voyez bien que vous avez bien vu dans les images que d'un avion, on voit tout. Donc eux pourraient transmettre les coordonnées d'embarcation en détresse. Or, nous ne recevons pas de ce type de message. Peut-être les transmettent-ils aux gardes-côtes libyens directement ? Probablement. Mais en tout cas, ça ne nous est pas répercuté, ce qui ne facilite pas notre travail et qui se conclut par une absence de coordination totale sur la zone, et d'où les naufrages à répétition. Et qu'en est-il de l'île de Bé, il y a un camp aussi ? Je ne saurais pas répondre. Non plus. Moi non plus. On va se renseigner pour demain soir, mais je suis un peu séché. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'on peut peut-être une... Bah, allez-y. Une question un peu bête. Il n'y en a pas. Pourquoi les Libyens sont-ils aussi abominables qu'on entend toujours ? C'est-à-dire qu'effectivement, il fait tout pour éviter c'est à propos des Libyens dont on dit qu'effectivement, ils vont éviter de se retrouver récupérés par les gardes-côtes libyens quand ils s'y remis. Alors c'est juste parce qu'ils sont méchants ou quoi ? Vas-y. Non, mais c'est un peu... ce qu'on voit, nous, le péché originel, c'est de leur avoir confié une telle responsabilité. C'est-à-dire que ils sont pas... J'allais dire qu'ils sont pas plus mauvais qu'un autre, mais bon, c'est pas vraiment le point de vue. Mais non, c'est le péché originel, c'est de leur avoir confié la responsabilité en faisant semblant qu'ils étaient une force tout à fait légitime d'intervention, qui avait des moyens, des gens formés, des gens qu'on puisse... Et donc, du coup, ça crée de nombreux abus. S'il y avait des pratiques pareilles dans d'autres gardes-côtes de pays plus démocratiques qui ne sont pas en guerre civile et dont l'État peut faire quelque chose, il n'y aurait pas ces abus-là. Là, ça prospère sur un État qui n'existe pas, sur un pays qui est dirigé par des milices. Et qui, voilà, c'est encore une fois, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre cet accent là-dedans dans le spectacle. C'est-à-dire que c'est nous qui leur avons confié cette responsabilité en leur disant « Allez-y, vous avez les moyens de le faire ». Et manifestement, non. Après, c'est un pays violent, c'est un pays avec des milices. Est-ce que c'est une question de méchanceté ? Derrière, il y a un système qui s'est mis en place et des moyens de gagner de l'argent sur le dos des migrants. Donc voilà, le système se nourrit lui-même, et c'est vrai que pour l'instant... il semble extrêmement difficile d'y mettre un terme. Voilà. Il faut bien comprendre que en fait, le système il est financé par les deux bouts. Il y a à la fois l'Europe qui finance ces fameux gardes-côtes pour faire le boulot d'intercepter les migrants pour les ramener en Libye. Et en même temps, les personnes tentent de prendre la mer, donc payent ces mêmes garde-côtes, passeurs, vu que c'est très poreux entre les... Donc, ils sont payés des deux côtés, donc c'est extrêmement lucratif. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce qui va mettre fin à un tel système ? Une question, oui, là-bas, tout là-haut, vas-y. Il y a un micro fermement.
peu plus fort si tu veux pas le micro, sinon on attend 30 secondes. Il arrive. Merci. Moi, je voudrais bien revenir sur les Noirs qui étaient dans les camps en Libye. Bah, ça m'a beaucoup choqué, comme je pense la plupart d'entre vous. Ça m'a surtout aussi rappelé la traite négrière, les conditions effroyables qu'ils étaient dans les bateaux, etc. Juste, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi les pays européens, j'ai un peu l'impression que les pays européens ne donnent pas leur maximum pour aider ces réfugiés-là. J'ai l'impression que ils sont là et ils attendent que ça se passe. Donc je suis un peu choqué aussi par ça. Je trouve que c'est un peu hypocrite de leur part, si je peux dire. Mamadou ? Surtout la situation en ce moment en Ukraine, quoi. Posez la question à vous. À nous ? Voilà. Pour toi aussi, sinon. Il a parlé de Libye. Il a demandé qu'est-ce qui fait que ces gens sont gardés en Libye plutôt Parce que... tu parles, on dirait que tu as peur, quoi. Il ne faut pas avoir peur, il faut parler ce que tu... Mamadou met des soufflantes. Hein. Mamadou met régulièrement des soufflantes à tout le monde. Bon, on te répond très clairement ce qu'on connaît. C'est tout. Ce qu'il veut dire, c'est pourquoi ça bloque, en gros. Pourquoi ça bloque, pourquoi ces gens restent là-bas. Il y a un système du droit d'asile qui est extrêmement cassé. On l'a vu, nous, on l'a vu en Libye. Si tu parles à Libye, là, les Noirs sont bloqués là-bas parce qu'à Libye, tout le monde pense que ce sont des migrants. Les migrants. On prend tous les ans, on les met dans une seule bateau. Il y a des réfugiés qui sont là-bas. Et savez-vous encore, à Libye, au moment que Kadhafi vivait, il y avait beaucoup de Noirs qui travaillaient là-bas, qui gagnaient leur vie sans penser à venir à l'Europe. Mais s'il y a eu la guerre seulement, il y aura la fuite. Parce qu'à l'arrière, il n'y a pas de retour. C'est devant seulement, c'est la mer. Bon, c'est ça le problème. Un pays qui n'a pas de président, il n'y a pas de loi. Il faut le savoir. Voilà, bon, c'est devenu une rébellion, c'est des armées, bon. Et eux aussi, ils profitent avec... on prend les gens, on les met dans les prisons, on dit que c'est des réfugiés, on déclare à l'Europe, on nous envoie de l'argent. C'est comme ça. Le problème, c'est là. Il faut savoir que dans les camps, notamment dans le camp de Zawiya où on était, il y a de l'aide humanitaire européenne qui arrive. On l'a vu, on le voit sur les caisses, on voit même des caisses de l'ONU, etc. Et ce que nous ont dit certains réfugiés, notamment Emmanuel, quand il a vu, parce qu'on lui a aussi montré des images à Emmanuel du camp, il a aussi reconnu le gardien, le chef des gardiens, en disant que c'était quelqu'un de violent. Et il faut savoir que cette aide humanitaire, notamment selon Emmanuel, elle est détournée. C'est-à-dire que c'est vraiment même aux migrants que les personnes du camp leur demandent, une fois que l'aide arrive, de la mettre dans d'autres camions et ils voient tout ça partir. Alors, il en reste un petit peu, toujours, hein, quelques couvertures, etc. Donc c'est pas totalement négligeable, mais la majeure partie même de l'aide humanitaire que l'Europe prétend donner aux camps de détention libyens pour que la situation s'améliore, elle est détournée. Voilà. Et pour revenir juste sur ce que tu disais au départ, le système fonctionne qu'à moitié, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui fonctionne bien, c'est-à-dire que quand tu es réfugié et qu'on l'a vu avec les gens devant le bureau du HCR, quand tu peux faire une demande d'asile, on va écouter ta demande, on va la prendre en compte, on va te donner un récépissé de demande d'asile. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, pour que ça soit fonctionnel, il faut qu'il y ait des pays qui t'accueillent. Il faut qu'il y ait des pays qui disent je vais en prendre 200 ici, 300 là, etc. Et ça ne marche pas. Donc pourquoi plein d'interprétations qui sont possibles, mais le fait est que ça ne marche pas. Les gens sont éligibles pour certains et pour beaucoup à une évacuation, mais personne n'en veut. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Parfois c'est très simple et c'est pas compliqué. Une question par là, on va en prendre encore une ou deux si vous voulez. Puis après on pourra peut-être continuer la discussion vers le bar. On sera là. On est meilleur au bar. Je vous remercie. J'ai deux questions. Ici et là. Tout d'abord, une question adressée à SOS Méditerranée. Est-ce qu'au-delà des opérations de sauvetage, vous faites aussi un plaidoyer plus politique pour que justement il y ait des changements dans ces mesures politiques, pour qu'il y ait par exemple des visas qui soient donnés, qu'il y ait un accueil qui soit réalisé, puisqu'on voit bien aujourd'hui, avec le cas des réfugiés ukrainiens, qu'il est possible d'accueillir. Donc ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous voyez la situation dans la Manche, encore plus proche de nous, puisqu'il commence aussi à y avoir des traversées dans la Manche et aussi des naufrages. La Manche, comme la Méditerranée, devient aussi un cimetière.
Alors, pour ce qui est du plaidoyer, rappelez que SOS Méditerranée, c'est une organisation maritime de sauvetage en mer. Donc, ce que nous faisons, et notre compétence, c'est d'aller secourir en mer. Donc, on n'est pas sur la partie accueil, qui est effectivement ce qu'on laisse à d'autres qui savent le faire et qui n'est pas notre cas. Depuis 2016, on a secouru 34 878 personnes. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un suivi et une aide pour toutes ces personnes. Nous, notre plaidoyer, il va être sur ce que l'on vit, ce que l'on fait, et on le fait auprès des autorités européennes, de dénoncer effectivement l'absence de moyens pour aller secourir, alors que, comme vous le rappeliez, c'est de la responsabilité des États, normalement, de mettre des moyens pour aller secourir des personnes en détresse en mer. C'est de demander qu'un système de débarquement qui soit prévisible et transparent soit fonctionnel et qu'on puisse débarquer au plus vite ces personnes une fois qu'elles sont à bord. C'est de demander que cesse le harcèlement des ONG humanitaires qui font du secours en mer. Voilà ce que va être la nature de notre plaidoyer, donc que nous ne manquons pas de faire, et de rappeler sans cesse aux États européens, pas seulement à l'Italie, parce qu'on pointe souvent du doigt l'Italie, alors qu'elle a été souvent présente, mais c'est l'absence de solidarité des États européens qui est à dénoncer. Et ça, on ne manque pas de le faire. Ça, c'est pour la première question. Sur la seconde, la Manche, oui, effectivement, il y a des traversées, et et malheureusement, je suis sûre qu'il y aura encore des naufrages. On en a vécu un il y a quelques mois. Cependant, la situation est très différente. Il y a la Méditerranée où, comme on vient de le décrire, il y a un problème de responsabilité entre les États et il y a un manque de moyens. Dans la Manche, on est face à deux pays, la France et l'Angleterre, qui sont des pays où il y a un gouvernement, où il y a des moyens pour aller secourir. Et je ne doute pas, et c'est le cas, il y a des tentatives pour aller secourir. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours, mais la situation est véritablement différente. Une dernière question, puis après on va arrêter là. Oui, alors déjà, en Libye, aller sur la côte au départ des embarcations, c'est un travail quasi impossible, journalistiquement. À ma connaissance, il y a d'autres journalistes dans la salle qui pourront confirmer, mais à ma connaissance, je n'ai pas le souvenir d'images de départ, en tout cas récentes, de Libye, parce que déjà, aller en Libye, ce n'est pas toujours simple, il faut des visas, etc. La situation est compliquée. Ensuite, il y a d'ailleurs, c'est ça le terme, des réfugiés, ils ne disent pas passeurs, ils disent lanceurs. Ils parlent de lanceurs, c'est-à-dire que les Libyens leur fournissent les bateaux. Antoine Laurent l'explique par la voix de Mamadou dans la pièce. Ils leur fournissent les bateaux, ils leur fournissent le moteur, ils leur fournissent la logistique. Et souvent, peut-être pas tout le temps, mais quasi systématiquement, ils confient le bateau soit à quelqu'un qui a déjà fait la traversée, donc qui a une petite notion du guidage. Il peut y avoir un boussolier, comme l'a raconté Mamadou, ou alors on leur dit suivez les étoiles ou arrivez dans la nuit. Si vous voyez les torches, suivez les torches des plateformes pétrolières. Et c'est plutôt ça ce qui se passe. Puis des fois, il y a des gens ou des passagers qui viennent des zones côtières d'Afrique et qui savent manier un bateau. Donc on peut aussi leur confier le bateau. Mais finalement, c'est très rare qu'on trouve un Libyen à l'intérieur de l'embarcation. Quasi inédit, ouais. Vous imaginez, vous avez vu le danger ? Vous pensez vraiment que les passeurs monteraient dans les petites embarcations de fortune avec une chance sur deux d'y passer ? Sans gilet de sauvetage. J'entends par là, il y a bien une coopération entre un individu qui va monter sur le bateau, comme il l'a dit monsieur, et du coup les organismes, les passeurs, la mafia. Comment ces échanges se font-ils ? Ils se font simplement, c'est-à-dire que vous payez vous payez très cher d'ailleurs pour pouvoir être mis dans un bateau et la personne à qui vous avez payé ne vient pas avec vous. C'est ça, ça s'arrête là, la coordination. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, je veux dire, En gros, le capitaine de l'embarcation. Il n'y a pas de capitaine. C'est comme on l'a dit, c'est quelqu'un, soit quelqu'un qui connaît, comme Étienne l'a dit, qui connaît un peu la mer parce qu'il a fait la traversée une première fois, etc. Mais la plupart du temps, enfin, vous avez vu les premières images qu'on voit
où le bateau fait, en l'espace de 30 secondes, parce qu'on n'a rien coupé, fait est-ouest, nord, sud, ouest, est et non, si c'est un professionnel, il est pas très doué. Et c'est hyper dur à piloter et donc on le donne aux gens qui ont le plus de chances d'arriver à les maintenir. Et ce que Mamadou nous a raconté quand on s'est rencontrés, dans son cas, c'est ce que tu nous as dit, tu nous as expliqué, c'est des lanceurs. Les gars, ils vous lancent, après vous démerdez. Et après, pour les réfugiés, trouver un passeur, ils trouvent, voilà, c'est pas si compliqué. Si vous cherchez de la drogue à Paris, vous finirez sans doute par trouver. Si vous cherchez un passeur ou un lanceur en Libye, vous finirez par trouver. Merci à tous. Merci d'être venus. Avant de vous laisser partir, quand même un grand merci à toute l'équipe de la commune qui nous a reçus, Marie-Josée Malice, notre metteuse en scène, l'équipe technique, Anne-Sophie, Géraldine, Mathieu Tricot, notre dramaturge qui vous a préparé beaucoup de choses sur le fil Telegram que vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de consulter. Puis merci à toute l'équipe de Slog News, à notre productrice Marina Ladou. Et merci d'être venue. Au revoir.